Troisième référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Le non à l'indépendance est massif, plus de 96% des voix selon les résultats définitifs, mais avec une chute record du taux de participation pour ce troisième scrutin. C'est une période de transition qui s'ouvre pour définir un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, a déclaré le chef de l'État Emmanuel Macron, que vous avez pu entendre sur notre antenne. Aux États-Unis, au moins 83 morts dans les tornades qui ont frappé le centre et le sud du pays. Un bilan toujours provisoire. L'État du Kentucky est le plus touché. On compte des dizaines de disparus, beaucoup de maisons entièrement détruites. Le président américain Joe Biden qualifie ce ravage de tragédie. Nous irons à Mayfield dans cette édition. Retrouvez notre envoyé spécial, Mathieu Mabin. Le Premier ministre britannique Boris Johnson empêtré dans une série de scandales. Cela fait 6 semaines que les médias y consacrent leurs gros titres. Les Britanniques lui reprochent en particulier une fête qui aurait été organisée à Downing Street le 10 décembre l'an dernier. Nous irons à Londres dans ce journal. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous au référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Le non est très largement en tête selon des résultats officiels, plus de 96% des voix, mais l'abstention est massive, plus d'un électeur sur deux n'est pas allé voter. Troisième consultation dans le cadre de l'accord de Nouméa, signé en 1998, processus unique de décolonisation. Cette fois, en raison de la pandémie, les indépendantistes du FLNKS ont refusé de participer. On écoute le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui prend acte du non à l'indépendance et accueille la réponse avec respect et humilité. Prenant les beaux mots de la coutume, j'accueille la réponse de la Nouvelle-Calédonie à la question qui lui était posée avec respect et humilité. Humilité car nous aurons besoin de temps encore. Si les 3 consultations ont conduit à dire 3 fois non à l'indépendance, chacune a porté un message différent que nous devons prendre en compte dans toute leur épaisseur. Et nous ne pouvons ignorer que le corps électoral est resté profondément divisé, malgré le passage des années. La Nouvelle-Calédonie est un territoire français du Pacifique depuis plus de 150 ans. C'était la 3e et dernière consultation dans le cadre de l'accord de Nouméa signé en 1998. Mais le débat sur l'avenir politique du Caillou reste ouvert. Bilal Tarabey. Ils sont les premiers habitants de l'île, les Kanaks, un nom qui vient de l'hawaïen et qui signifie homme. L'île est baptisée Nouvelle-Calédonie du nom latin de l'Écosse par le Britannique James Cook au XVIIIe siècle. La colonisation de peuplement française, elle, commence en 1853. Les Kanaks sont alors parqués dans des réserves au nord et à l'est de l'île. Décimés par les maladies ou massacrés lors de révoltes, leur nombre est divisé par 2 en quelques années. Les Caldoches, les descendants de colons blancs, sont eux plus nombreux. Au milieu des années 1960, le cours du nickel explose et l'île en regorge. Des fortunes sont bâties, mais les Kanaks restent en marge. Dans les années 1980, le territoire s'embrase. La question de l'indépendance devient alors centrale. 2 camps s'affrontent violemment, les loyalistes caldoches et les indépendantistes kanaks. En 1988, en pleine élection présidentielle, un groupe indépendantiste attaque une gendarmerie puis prend en otage 26 militaires. 19 kanaks et 6 gendarmes seront tués dans les différentes opérations. Quelques semaines plus tard, le principe d'un référendum d'autodétermination de l'île est adopté lors des accords de Matignon. Mais il faudra attendre l'accord de Nouméa 10 ans plus tard pour que l'organisation d'un référendum soit entérinée, suivi éventuellement de 2 autres en cas de victoire du non. Direction les États-Unis, le bilan de la série de tornades extrêmement puissantes est d'au moins 83 morts, un bilan encore provisoire qui risque de dépasser les 100 morts. Les tornades ont traversé 5 États, les dégâts sont impressionnants. C'est le Kentucky qui est le plus touché et particulièrement la petite ville de Mayfield où l'on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial. Des quartiers résidentiels entiers sont détruits, il ne reste que des ruines. Partout dans la ville, des bâtiments ont été dévastés, des véhicules renversés et des arbres éparpillés. La ville est sous couvre-feu. On retrouve Mathieu Mabin, notre envoyé spécial. Quelle est la situation au lendemain de cette dévastation ?
Écoutez Judith, un peu plus de 24 heures après la catastrophe, ce qui frappe ici autour de Mayfield et à Mayfield, c'est le contraste entre ces zones qui ont été frappées par les tornades et celles qui ne l'ont pas été. Contrairement à un ouragan, les tornades commettent des dégâts extrêmement localisés. Les images que vous voyez, ces images terrifiantes de Mayfield totalement dévastées, ce spectacle de zone de guerre, en réalité tranche avec la ville voisine qui, elle, est restée parfaitement intacte. Une injustice évidemment vécue par les habitants de Mayfield, mais également un atout pour les secours et pour quiconque souhaite venir en aide à ces habitants. 10 000 habitants qui ont tous été relogés, en tout cas les survivants, ceux qui n'ont pas disparu dans la catastrophe, relogés dans les hôtels voisins, mais également en grand nombre logés par les habitants. La solidarité ici a joué un rôle absolument central. La police du comté est chargée de circonscrire le périmètre autour de Mayfield. Un couvre-feu a été décrété pour la nuit, d'abord pour permettre aux secours de travailler tranquillement et également, il faut le déplorer, pour empêcher les pillages qui sont fréquents dans ce genre de situation. Le mot qui règne ici et qui est répété à longueur d'intervention par le gouverneur de l'État du Kentucky et par les autorités locales, c'est bel et bien le mot solidarité. Le gouverneur du Kentucky qui vient de déclarer qu'on compte au moins 80 morts dans le seul État du Kentucky. Les secouristes, eux, sont toujours mobilisés, ils poursuivent leurs recherches. Oui, absolument. Tout ce que le comté, évidemment, le comté de Mayfield compte de forces de secours, de pompiers, de secouristes, de médics, de médecins, d'infirmiers, s'est porté au secours de la ville martyre du Kentucky. Et bien entendu, il ne manque pas de secours en réalité pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Les dégâts sont extrêmement circonscrits. Le président Joe Biden a décrété l'urgence fédérale. Tous les moyens dont dispose l'Amérique sont à la disposition des zones qui ont été frappées par ces multitudes de tornades à travers ces 5 ou 6 États. Il ne faut pas oublier les États du Sud qui ont également été frappés, même s'ils l'ont été plus légèrement. La question que se posent aujourd'hui les secours, c'est reste-t-il des corps sous les décombres? Vous savez, la zone de Mayfield, la ville de Mayfield est représentée par des agglomérations à bas étage. Peu de bâtiments dépassent les 2 ou 3 étages, ce qui finalement facilite les recherches. Il n'y a pas d'immeuble ici. Et puis également, il y a un point qui est essentiel pour les secours, c'est qu'ici tout le monde se connaît, les voisins se connaissent, donc les manquants sont immédiatement identifiés. Il reste une inconnue. Combien de corps ont été emportés par la tornade et combien de temps faudra-t-il pour avoir un bilan définitif qui dépassera très probablement les 100 morts? Merci beaucoup Mathieu Mabin pour toutes vos précisions. Merci à vous. Le Premier ministre britannique Boris Johnson au cœur de plusieurs scandales alors que les rassemblements entre 2 foyers différents étaient interdits l'an dernier en raison du Covid. Boris Johnson aurait participé à un quiz de Noël, une tradition britannique, une fête rassemblant des dizaines de personnes à Downing Street le 18 décembre 2020. Une enquête est ouverte. On retrouve Bénédicte Pavio, notre correspondante à Londres. Le Premier ministre Boris Johnson dans la tourmente, va-t-il pouvoir tenir? A-t-il toujours le soutien des députés conservateurs? Oui, un Premier ministre absolument dans la tourmente, mais cela est vrai depuis au moins 4 semaines, avec une semaine à venir qui semble aussi problématique. Alors, est-ce qu'il va tenir ? Pour l'instant, nous pensons que oui, mais justement, la question est maintenant posée non seulement au sein même de son propre parti, et en plus, voire en public, mais à travers le Royaume-Uni. Alors, pour l'instant, il y a ces allégations nouvelles avec une photo à la une du Sunday Mirror, le journal dominical, où l'on voit le Premier ministre avec 2 collègues près de lui. Alors, on nous dit à Downing Street ce matin que c'est une réunion virtuelle, mais le problème lui-même et la crise politique n'est pas virtuelle, elle est bien réelle, elle dure depuis 4 semaines, elle empire. Tout cela alors que le Royaume-Uni devrait faire face dans les semaines à venir, et notamment en janvier, à une nouvelle vague d'Omicron, avec de plus en plus de cas ici
au Royaume-Uni, avec un service national de santé déjà très sous pression, avec une réaction notamment du leader Sir Keir Starmer de l'opposition travailliste qui dit de Boris Johnson, son autorité a été fragilisée, les problèmes empirent et qu'il est le pire leader au pire moment. Ce n'est pas ce dont a besoin le pays. Mais quant au vote mardi à la Chambre des communes pour approuver des nouvelles règles en Angleterre face au Covid, eh bien, elle devrait passer. Grâce à qui ? Au vote du principal parti de l'opposition, les travaillistes. Merci beaucoup Bénédicte Pavio, merci à vous. Fin de ce journal, merci à Michael Jorg, à Nicolas Guilbault, à Juliette Collat, à Dany Laforge, à Léa Lucas, à Florence Viala, à Jessica Fahed, à Émilie Durand, à Iliane Bounabi, à Amanda Alexander et à Amaury Guibert. L'information continue sur France 24.